Bonjour à tous et bienvenue à Presse Éco, votre hebdomadaire plateau d'analyse, de commentaires et de débats autour des sujets de l'actualité nationale et internationale avec mes invités qui sont des hommes des médias, des chroniqueurs. Donc nous revenons pour faire l'actualité avec vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets au plan national. Il s'agit d'abord du message à la nation du président Damiba qui évoque un ensemble de points à poursuivre et qui donne rendez-vous au Burkinabé pour 5 mois pour faire le bilan sur la question sécuritaire. Deuxième sujet, nous parlerons donc de la naissance du PPS, Parti panafricain pour le salut, lancé par les démissionnaires du MPP. Nous allons donc faire cette actualité également purement politique. Et puis, troisième sujet, il s'agit donc de la réponse du gouvernement burkinabé à la CEDEAO. Lors du dernier sommet, des injonctions, disons des décisions ont été prises au Burkina, contre le Burkina Faso. Nous allons donc revenir sur l'ensemble de ces sujets-là avec mes invités autour de cette table. Je m'avais donc voulu présenter Pazienne, qui est donc juriste et analyste politique. Merci Paz d'être sur ce plateau. Évariste Faustin Konsebo, chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole de FORAC, Forum Alternatif des Citoyens. Merci Évariste d'être là. Et puis juste à la gauche d'Évariste, nous avons un nouvel invité, première fois sur ce plateau de Presse Éco, Ange-Gabriel Kambou, il est journaliste indépendant. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Et puis enfin, Ali Mamadou Compaoré, journaliste, formateur, enseignant à l'ISTIC. Merci à tous de nous prendre en marche. Cette émission est interactive. Dans sa deuxième partie, vous pouvez déjà vous inscrire et on vous rappellera pour enregistrer votre intervention. Merci à tous. On va commencer avec le premier sujet. Il s'agit donc de ce message du président Damiba. Premier tour de table sur ce que vous pensez de ce message déjà. Contenu, amplitude, grandeur, mais c'est un message très long quand même. Pazienne. Long mais nécessaire. Je pense que c'est le tout premier, après l'investiture de Sandaro Damiba en tant que président du Faso. Et après 2 mois où, à un moment donné, on voyait qu'il y a eu une recrudescence des attaques terroristes au niveau du Burkina Faso, à un moment donné où quelques voix montaient pour se demander est-ce que le MPAC était à l'action, je pense que cette sortie est très opportune. Et la longueur de cette sortie, je pense qu'elle n'a pas été suffisamment longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, il y a eu plusieurs axes d'intervention. Je pense qu'il fallait le faire. Le moment est opportun pour en parler. Alors, consistance, donc, Ange-Gabriel. Ce discours était très attendu après donc, la mise en place des organes et aussi la situation du pays qui n'a pas vraiment changé. Et donc, beaucoup de gens commençaient à s'inquiéter par rapport à l'efficacité et à l'assurance de victoire sur l'ennemi. Et donc, ce message vient, je dirais, à point nommé pour rassurer, comme il l'a dit, mais aussi pour donner les grandes lignes de ce qui est attendu comme action sur le terrain. La teneur du discours aussi, bon, ça va. C'est vrai, on aurait aimé qu'il soit beaucoup plus poignant, plus décisif, plus incisif aussi, parce que nous sommes en guerre. Et quand vous faites un discours en temps de guerre, on doit ressentir aussi cet élan, cette arène. Le président a dit quelque part qu'on reçoit des coups, mais on va donner des coups qui seront des coups redoutables. Nous voulons voir ces coups redoutables sur le terrain puisque nous prenons des coups. Il dit que nous donnons et nous allons donner. Nous donnons des coups depuis et nous en recevons. Mais comme je l'ai dit, vous savez, le coup de l'ennemi fait plus mal que notre coup que nous portons. De sorte que même quand on nous annonce, par exemple, qu'on a tué 100 terroristes face à 2 Burkinabés, vous voyez que la douleur est beaucoup plus vive chez nous. Et les terroristes, c'est vrai qu'ils ont des parents, mais qui connaît les parents des terroristes? Mais quand on tue un soldat ou un Burkinabé, vous avez un parent qui est en deuil, qui pleure. Vous avez des familles qui... Donc, directement, nous sommes concernés. Donc, ce que nous attendons, c'est que nos coups soient encore plus fatals et fassent plus mal à l'ennemi. Merci. Ali? Je ne reviendrai pas sur la longueur du discours. Pazienne a bien dit, le discours était un peu plus long, mais il était nécessaire parce qu'il était assez bien structuré, il touchait un ensemble de questions. Maintenant, par rapport au contenu, effectivement, moi, j'ai trouvé le discours très honnête et franc. Il n'y a pas de déni dans le discours du président Damiba. Il a expliqué clairement que nous recevons des coups, que notre pays est occupé, des gens occupent le territoire et qu'ils font mal à notre population, ils font mal à nos militaires. Donc, de ce côté-là, c'était un discours honnête, clair. Il n'a pas essayé de cacher quelque chose. Et en plus, il a dit
en plus des coups que nous recevrons, nous aussi nous en donnons énormément et nous allons continuer d'en donner. Et il allait même jusqu'à prendre, je ne sais pas, une date avec les Burkinabés dans 5 mois pour essayer de faire le bilan de ce que l'armée burkinabé a fait sur le terrain. Bon, donc, il essaie d'organiser les populations avec les comités villageois, essayer de faire remonter l'armée en puissance et tout cela. Donc, c'était pour moi un discours qui était un discours véridique, qui n'a pas cherché à nier les faits, à les expliquer, à montrer aux Burkinabés ce qu'il y a, et ensuite à leur dire de s'attendre que parce que le combat sera rude et sera dur. Évariste Sossanko, c'est un discours programme, comme on entend souvent dire. C'est une adresse, moi je ne dirais pas un discours, parce que c'est adressé carrément, le président s'est adressé là au Burkinabé, et il a pris tout le temps qu'il fallait au regard donc, de la gravité de la situation. Et devant moi je ne dirais pas que, parce qu'on a suivi aussi les critiques qui fusaient ça et là, que c'était lent et autres. Ces critiques-là ne venaient pas, pour mon point de vue, de la part des Burkinabés sincères et honnêtes. C'est des critiques qui venaient de détracteurs, bien sûr, parce que tout le monde sait que comment est-ce qu'ils ont pris le pouvoir, ça ne peut pas faire l'unanimité. Il y en a qui n'étaient pas contents. Sinon, on ne peut pas venir demander à des gens qui viennent d'arriver d'à peine 2 mois de régler des problèmes qui étaient là depuis 7 ans. Ce n'est pas honnête. Et de ce point de vue, moi, ce que je note, c'est vrai qu'il y a la sincérité, le fait aussi de reconnaître que le territoire est occupé. Pendant longtemps, les autorités précédentes hésitaient quelque peu, ne le disaient pas. Mais là, c'est clair. Et ce que je note, c'est le changement de paradigme, l'offensive. Voilà. Parce que cette guerre-là, moi, en fait, je suis rassuré. Hein. Moi, le délai qu'il donne, en plus, c'est la première fois qu'on voit un discours assorti d'un indicateur précis de mesure. On n'a jamais vu ça. Donc, mais moi 5 mois, moi, je les aurais même donné 1 an. Lui-même, je pense qu'ils vont plus vite. Parce que déjà, ils ont déjà campé le décor. Et moi, je me dis que au maximum plus de 1 an ou plus, les gens verront les résultats sur le terrain. C'est un discours pour rassurer. Quand le président dit par exemple que les Burkinabés ne doivent pas voir le fait qu'on subit des attaques aujourd'hui comme la conséquence de l'inaction, qu'il ne doit pas avoir de peur ni de doute. Oui, mais c'est ça, je vous ai dit. Ceux qui ont cette perception, c'est quel Burkinabé? C'est peut-être les caciques de ceux qui avaient le pouvoir hier qui l'ont perdu. Sinon, en toute honnêteté, quand on regarde la complexité de la situation, et même si vous descendez, je ne sais pas, le général Patton ou je ne sais pas quel grand général de la Seconde Guerre mondiale, en un rien de temps, on ne peut pas résorber. Donc, sur ce point, c'est un discours pour rassurer les Burkinabés. Alors, on va prendre point par point. Il y a 5 points qui se dégagent au maximum dans ces discours qui ont été donc, mis en exergue. Il y a par exemple la création des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission sera donc d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. L'interdiction formelle aussi des populations civiles de résider ou de mener des activités dans les zones de guerre, la restriction des manifestations à caractère politique ou associatif de nature à perturber l'ordre public ou à mobiliser les forces de sécurité qui pourraient être donc nécessaires sur le front, et puis le démarrage de l'opération des Audis qui a donc démarré le 1er avril, et puis l'organisation d'une journée de prière pour la paix et la réconciliation. Alors, des 5 points, quel est le point qui vous amène à commenter? Je voudrais d'abord revenir sur l'analyse du grand frère quand il dit que ceux qui critiquent ne sont pas des Burkinabés sincères ou peut-être seraient des caciques de ceux qui ont perdu le pouvoir. Je pense qu'il n'est pas juste de voir la situation de cette façon. On est resté dans ces analyses depuis 6 ans, on est toujours dans les problèmes. Ceux qui étaient là à l'époque ont refusé d'écouter une autre version qui venait d'autres camps. On voyait quand vous faites une analyse qui va à l'encontre de leur opinion, c'est que vous êtes un ennemi. Je pense que ce n'est pas ce cas. Vous savez, les Burkinabés ont souffert depuis 6 ans et continuent à souffrir. Et quand vous êtes dans la souffrance, la notion du temps pour vous, et la personne qui n'est pas dans les mêmes conditions, vous n'avez pas la même notion du temps. On dit celui qui a vu le lion, sa façon de courir, et celui qui a entendu qu'un lion arrive, ce n'est pas la même chose. Donc je pense qu'il faut prendre cela, les attentes des Burkinabés, comme cette souffrance-là, et ils ont vu l'arrivée du MPSR là, comme une libération. Et c'est ça qui a justifié le fait qu'il n'y a pas eu de manifestation contre le coup d'État.
Au contraire, vous avez eu des gens qui sont sortis exprimer leur libération, ou en tout cas leur joie de voir enfin venir la libération. Et en 2015, ce n'était pas le cas. Donc si les gens n'étaient pas, entre griffes, d'accord avec ce qui s'est passé, ils allaient sortir manifester. Donc c'est vu les attentes des uns et des autres. C'est ça qui fait que quand, après 1 mois ou 2 mois, ils ont vu que beaucoup de choses n'avaient pas changé, ils ont commencé à douter. Et ça, c'est normal. Donc, pour moi... Quand, par exemple, on voit des gens, bien sûr, du MPP qui étaient au pouvoir il y a quelques 2-3 mois et qui se mettent là à faire la morale à ceux qui sont là ou à dire leurs inquiétudes, leurs doutes ou à dénigrer, est-ce que dans ce cas précis, oui, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Oui, ben c'est ça que je dis, nous devons quitter ces positions. Aujourd'hui, c'est la nation qui est en danger. Nous devons quitter nos positions partisanes et puis nous réunir. Prenez les autres pays. Ils sont, politiquement, ils sont opposés. Mais quand il s'agit de la vie de la nation, ils savent s'unir pour défendre la nation. Mais nous, on est restés. Le MPP était au pouvoir. On a souhaité que le MPP échoue. C'est chose faite peut-être. Le MPSR arrive. Il y en a qui s'arrêtent, qui attendent que le MPSR échoue. Mais quand est-ce qu'on va s'en sortir? Le souhait ne suffit pas à faire échouer. Est-ce que ce n'est pas le manque aussi de compétences dans le travail qui fait échouer que mais c'est pour ça, pour on moi, peut souhaiter toutes choses, il mais faut ça n'arrive pas écouter forcément. tous les Burkinabés. Tous les Burkinabés, aussi bien sincères que peut-être non sincères. Okay. Parce que de la vie d'un ennemi, vous pouvez tirer une leçon, peut-être aussi une technique pour pouvoir vaincre. Merci. Et surtout, quand vous savez que quelqu'un est contre vous, c'est aussi facile de savoir comment faire en sorte d'avoir aussi, de tirer la bonne part de ce que la personne dit. Mais si nous ne nous écoutons pas et que nous continuons à rester ou à maintenir nos positions, nous n'allons pas nous en sortir. Merci. Évariste veut dire quelque chose. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas écouter ceux même avec lesquels nous n'étions pas d'accord. Donc je pense peut-être qu'il a mal entendu ou mal compris, je rectifie. Seulement, je note que le président d'Amiba a une grande capacité d'écoute. Parce que... Et maintenant, de dire que rien n'est fait, bon, laissons le temps au temps. Et puis bon, parce que comme je dis, même si vous faites descendre Dieu dans ces circonstances actuelles, ben, à moins d'un miracle, et je ne pense pas que les militaires ou le président d'Amiba, le premier, a une baguette magique pour tout résorber en si peu de temps. Et par rapport à la douleur, nous sommes tous des Burkinabés, nous vivons ici, nous avons perdu des parents, nous avons accompagné des deuils. Donc, on vient de dire qu'il y a des Burkinabés qui sont insensibles. Ça, je pense que c'est des affirmations très, très gratuites et faciles. Non. On va avancer sur ce sujet-là. La façon d'aborder le sujet, dénote même de l'importance qu'on accorde au sujet. D'accord, merci. Parce que quand vous avancez des propos de cette sorte, c'est aussi une part de manque de respect, aussi bien pour ceux qui souffrent que pour la personne à qui vous parlez. D'accord. Et c'est pour ça que je dis, nous devons savoir poser le débat dans un esprit d'union, d'unité, dans un esprit citoyen et surtout dans un esprit qui puisse de fraternité, qui puisse nous amener à vaincre ensemble et puis reprendre après nos armes politiques. Merci. Alors, Pazien, sur les 5 points qui sont dégagés ici au tableau de bord donc, du président d'Amiba. Il s'agit bien sûr de la création de comités locaux de dialogue, l'interdiction formelle des populations de résider ou de mener des activités, la restriction des manifestations à caractère politique et puis le démarrage de l'audit et l'organisation d'une journée de prière. D'accord. Déjà, pour être proche de ce que vous dites, je fais observer que le discours a eu peut-être 3 articulations avant qu'on ne dégage les 3 points. D'abord, on a senti qu'il a campé le décor sur la situation actuelle. On va dire un petit bilan des 2 mois de gestion. Il a profité de répondre à la communauté internationale parce que quand on voit certaines parties de son discours, on sent que c'est une réponse apportée à la communauté internationale parce qu'il les appelle même à contribuer et il leur donne des réponses par rapport aux inquiétudes qui ont été soulevées avant maintenant de dire ce qui sera fait. Il fait observer déjà que les 2 premiers mois ont servi d'abord à faire une restructuration au niveau de l'armée, à placer les hommes qu'il faut. Il a dit parler d'un minimum d'organisation et on a remarqué que les principales nominations qui ont été faites pendant ces 2 mois, c'était essentiellement dans le domaine militaire. Vous constaterez avec moi qu'au sein de l'administration générale, à part les ministres,
les SG et autres sont restés à leur poste jusqu'à ce jour. Donc l'essentiel était mis au niveau de l'armée. Et nous savons également que même dans ce petit laps de temps, il y a eu des acquisitions de matériel. C'est vrai que les militaires n'aiment pas qu'on en parle, mais nous leur avons dit vous avez intérêt à communiquer parce que le peuple a besoin d'être assuré. Maintenant, par rapport aux 5 points, je dirais qu'il y a 2 points, on va dire d'innovation, et c'est très important. Il y a 2 points peut-être d'inquiétude, et puis il y a un point quand même logique. C'est les 2 premiers points. D'abord, la mise en place des comités locaux, je pense que... De dialogue pour la restauration de la paix. Ils ont compris qu'à un moment donné, la force des armes ne va pas simplement suffire. Ce sont des Burkinabés qui sont en train d'attaquer d'autres Burkinabés. Il va falloir qu'on puisse parler à ces Burkinabés et donner la chance aux uns aux autres de se rattraper. Je pense que ça, c'est une innovation. Il faut d'abord qu'on l'accepte parce que c'est ça aussi la réconciliation dont on parle. Pourquoi est-ce que vous prenez les armes? Parlons. Non, ce que vous êtes en train de vous égarer, revenez. Il y a le deuxième point, et ça, moi, je l'ai longtemps réclamé. Il va falloir qu'on sache que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, il faut déclarer la guerre. Et c'est ce que le président m'a dit. Il y a des zones qui vont être déclarées zones de guerre. Des zones où on va demander aux gens, n'habitez pas là-bas parce que nous partons au front. Il y aura des attaques sur le terrain, il y aura des affrontements. Il faut mettre la population civile à l'abri. Je pense que c'est les 2 points vraiment d'innovation. Il y a les 2 points d'inquiétude. Et j'appelle ça inquiétude parce que les gens se posent des questions. Il y a la question de la restriction des libertés. C'est vrai que déjà, hein, nous assistons à une restriction des libertés. Pour moi, il y a des formes de liberté peut-être qu'on peut accepter, qu'elles soient restreintes, mais des libertés qu'on ne peut pas accepter. Par exemple, la liberté d'opiner. Je pense qu'on ne peut pas à un moment donné demander aux gens de ne plus opiner par rapport à la situation nationale. La liberté de presse découle de cette liberté d'opiner. Donc, il va falloir qu'on puisse laisser toujours les gens parler. Et notamment, il y a cette question de Facebook. Est-ce qu'on ne peut pas préciser, est-ce qu'on ne doit pas préciser qu'ici, ce qui est dit n'est pas dit la restriction de toutes les libertés, il est dit la restriction des manifestations à caractère politique. Justement, voilà pourquoi je parle d'inquiétude. De nature à pouvoir créer... Parce que dans la suite du discours, le président fait savoir qu'on a intérêt à accepter que certaines parties des libertés soient restreintes pour que nos enfants puissent en bénéficier à l'avenir. Donc ça, voilà pourquoi je parle d'inquiétude. Mais maintenant, il leur revient de préciser que les libertés, ce sont des libertés peut-être d'aller et de venir. On peut, par exemple, dire aux gens, n'allez pas dans cette zone. On a même dit à des gens, par exemple, je sais que dans la forêt de Mangoudara, on a dit aux gens de quitter. C'était leur droit de rester là-bas et de vivre parce que c'est leur milieu de vie. Mais quand on dit aux gens de quitter, c'est une question de liberté. Aujourd'hui, quand on dit aux gens le couvre-feu, c'est une restriction de liberté qui existe déjà dans certaines zones. Mais si pour des besoins, on a besoin, des besoins de lutte, on a besoin de cela, ça passe. Quand vous prenez par exemple actuellement à Ouagadougou, on vous dit qu'il faut arrêter les manifestations de joie à minuit et les week-ends à 2h du matin. C'est des restrictions de liberté. Donc, il va falloir préciser quel type de restrictions il s'agit. Parce qu'il y a des libertés fondamentales, même si nous sommes en période de guerre, ça ne passe pas. Maintenant, il y a une chose logique, comme je disais, le dernier point qui est logique. Le deuxième point plutôt d'inquiétude, c'est la question des prières. Je pense que c'est cette partie un peu qui a un peu, en griffe, écorché le discours du président. Parce qu'un État laïque n'a pas besoin d'organiser des prières. C'est vrai que peut-être on a un ministère en charge... de religion, mais ce n'est pas une raison pour un État, parce que c'est peut-être un aveu d'impuissance. Je pense que les différentes communautés religieuses peuvent organiser, ça c'est même normal, les gens organisent librement. L'État peut être en arrière-plan pour les accompagner, oui, parce qu'il y a certains qui se réclament de certaines religions pour pouvoir poser des actes. C'est bien aussi qu'on puisse passer par ces religions pour dire non, il n'y a pas d'amalgame à faire. Ça c'est très important. Mais quand un État décide d'organiser des prières, on a vu cela par le passé qu'on a critiqué. Mais je pense que le président ici annonce une journée de prière, mais il n'a pas dit que c'est le gouvernement qui organise. Là, si ce n'est pas le gouvernement qui organise, je suis rassuré. Mais pourquoi le gouvernement l'annonce? Je pense qu'il reviendra aux différentes organisations d'organiser peut-être une journée de prière. L'État peut accompagner en termes de sécurité, en termes d'organisation. Bon, s'impliquer, mais pas que l'État se mette en avant. Maintenant, je termine avec le dernier point. Oui. Pour moi, qui est un point logique, on n'avait même pas besoin d'en parler, c'est la question des audits. Je pense que quand on est dans cette situation et qu'on parle de refondation, le minimum, c'est de faire un audit pour savoir qu'est-ce qu'il en est. Merci. Alors, Ali, très rapidement, je vais revenir un peu sur ce que Paz a dit. Bon, je suis d'accord avec Paz sur un certain nombre de choses qui méritaient quand même certaines explications. Notamment, si on part point par point, sur la création des comités locaux de dialogue. En fait, on a parlé de ça ici depuis 2015. On a dit qu'on ne peut pas gagner la guerre contre le terrorisme en utilisant seulement le fusil. Or, on sait tous aujourd'hui que ceux qui combattent contre le Burkina, il y a parmi ces gens-là des Burkinabés. Donc, il faut que, à la base déjà, les gens puissent dialoguer. Et comme Paz a dit,
on puisse demander à ceux qui, si on arrive à identifier, et selon des informations qui se sont échappées, que j'ai pu capturer comme ça, il y a déjà de ce côté certains groupes qui essaient de rentrer en contact avec le gouvernement central pour essayer de voir comment est-ce qu'ils peuvent déposer les armes et rentrer, sous quelles conditions ils peuvent déposer les armes et puis rentrer dans la République à ce que le Burkina Faso redevienne. Sur la question, pour approfondir, ici dans le discours du président, il dit qu'il s'agit de combiner une combinaison d'actions civiles et militaires. Et donc le but étant d'aménager des passerelles pour permettre à ceux qui, par naïveté, par appât du gain, par contrainte ou par désir de vengeance, ont été entraînés dans une spirale extrémiste qui ne leur procurera ni le salut ni la gloire des héros, comme nous l'enseignent, etc. etc. Voilà. Donc, ceux-là, donc le président appelle ceux-là à rentrer dans la République. Maintenant, évidemment, dans tout groupe, il y a certains récalcitrants qui ne veulent pas, pour quelques raisons que ce soit également. Donc, ils vont imposer à notre pays la guerre. Et ça, le président Damiba emploie les mots qu'il sait, il parle de guerre. Il n'est plus dans une histoire de crise, ça va passer, ça, non. Il dit le mot juste, la guerre. Donc, ça va imposer au pays la guerre et il faudra que notre pays se prépare à faire cette guerre-là. Paz dit que, bon, selon les informations qu'il a reçues, on a aussi reçu ces derniers temps-là quelques armes de guerre. Il faudra aussi faire... Bon, il y a le fameux décret qui demande à un certain nombre de militaires qui sont partis à la retraite avec un certain temps de revenir. Bon, donc c'est pour renforcer le nombre de soldats. Quelquefois, les gens partent à la retraite et ce qui est malheureux, ce sont les plus expérimentés qui partent à la retraite, malheureusement. Donc, si ces gens-là viennent, même s'ils ne sont pas sur le terrain opérationnel pour se battre, ils peuvent être en arrière pour aider les plus jeunes pour faire le combat. Donc, sur ce côté, je pense que... comment on appelle ça? Le président a raison. Et puis, il y a des zones, effectivement, qui sont des zones de guerre. Il ne faut pas qu'on se leurre. Ce sont des zones de guerre. Il faut qu'on arrive à je ne veux pas employer le mot déguerpi parce qu'il est un peu violent, mais il faut qu'on arrive à aménager des situations de telle sorte que les populations qui sont dans ces zones-là quittent ces zones pour qu'on puisse, j'allais dire, traiter ces zones-là. Maintenant, c'est mon problème par rapport à ça. Il y a déjà des populations déplacées qui connaissent un certain nombre de difficultés. Si on doit déclarer encore des zones de guerre et que les populations qui sont dans ces zones-là doivent quitter, j'espère bien que notre gouvernement a pris toutes les dispositions pour que ces gens-là puissent se retrouver dans une situation normale. Bon. Maintenant, par rapport... je vais terminer. Le dernier point. Donnez-moi 2 points, s'il vous plaît. Dernier point. on aura l'occasion sur la question des prières. Sur la question des prières, je suis bien d'accord, nous sommes un pays laïque. Mais nous ne sommes pas un pays anti-croyant. Voilà, donc il y a des musulmans. Nous sommes dans le mois sacré du Ramadan. Nous venons de commencer aujourd'hui. Il y a des catholiques, il y a des chrétiens, il y a des gens de la religion traditionnelle. Je pense que dans le discours du président Damiba, il n'a pas demandé il n'a pas dit à ce que le gouvernement organise. Il demande tout simplement à ce que les croyants prient, afin qu'ensemble nous ayons un état d'esprit commun. Là aussi, il y a une synergie. On a vu aussi les critiques par rapport à ça. On dit mais on est dans un état laïque. Oui. Alors, le dire comme ça, c'est de l'impuissance. Donc, si on dit de se retourner maintenant vers Dieu, ce n'est pas de l'impuissance. C'est une demande de synergie d'action. Écoutez, il y a eu 2 ou 3 années ici, il y a Mme Sanou de Bobo qui est allée en jet privé prendre un musulman au Mali, venir organiser des séances de prière à Bobo Dioulasso. Est-ce que personne n'a rien donné? Bon, ouais, mais personne ne l'a critiqué. Personne n'a critiqué. Il faut recommencer les mêmes choses pour attendre un changement. Ce que je veux dire, pour le président Damiba, ce qui est intéressant dans son action, il demande aux Burkinabés eux-mêmes. D'accord. Voilà. Il les incite à le faire. On va les incite à le faire, à ce qu'il y ait une synergie ensemble, tous, que les cœurs et les esprits ensemble, nous fassions tous face aux dangers qui nous guettent tous. Alors, Ange Kambou, alors, sur 2 questions. Le point concernant les comités locaux de dialogue qui, on va le dire, ressortent dans le discours du président. Il est clair, il faut tisser des passerelles avec les groupes armés, notamment ceux des fils burkinabés qui voudraient revenir. Et le président a continué pour dire, je formule le vœu que nos frères qui se sont perdus entendent, comprennent le sens et la portée de ce message. Aucune raison n'est suffisante pour justifier le fait que des fils ou des filles de la terre de nos ancêtres perdus dans des logiques de violence qui risquent de provoquer l'effondrement du pays.
Alors on est désormais à la phase de négociation maintenant avec... pour la phase de récupération des gens qui se sont... Non, donc, je ne pense pas que ce soit une négociation. Vous savez, même quand on est en guerre, il y a toujours des passerelles de dialogue. Le dialogue ne doit jamais être rompu. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, ce n'est pas une forme de négociation. Comme il l'a dit, et nous le reconnaissons tous, ce ne sont pas des étrangers qui nous attaquent. Il y a des Burkinabés, des frères qui sont dans ces groupes-là. Donc, pour moi, il ne faut même pas parler à ces jeunes-là uniquement. Il faut aussi parler aux parents. Il y a des parents qui sont toujours en contact avec leurs enfants sur le champ de bataille. Donc, il faut qu'on puisse effectivement faire en sorte de renouer contact avec ses parents pour renouer le contact aussi avec nos frères qui sont sur les champs de bataille. Donc, pour moi, c'est des passerelles de dialogue et nous devons utiliser tout ce qui est ressources religieuses, culturelles, dans le dialogue. Il n'y a pas cette religion où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, où on ne parle pas de paix, d'amour. Donc, je pense que c'est sur ces choses-là, ces leviers-là qu'il faut actionner pour faire en sorte que, parce que c'est par un discours qu'ils se sont engagés. Alors, donc, par le discours est-ce que aussi... ça ne sera pas aussi trop facile, des gens qui prennent des armes, qui tuent, qui font tout ça, et puis du jour au lendemain, ils viennent dire « Ah, nous, on va déposer les armes », on dit « Bon, venez déposer ». Je ne pense pas que c'est simple comme ça. Mais pour moi, à partir du moment où on peut avoir une accalmie pour maintenant échanger, je prends. Parce que nous perdons des gens presque chaque jour. Donc, si on peut avoir une accalmie, s'il vient dire « je dépose l'arme », bon, tu déposes et puis après on va parler. D'accord. Voilà. Donc, je pense qu'il il faut lier tout ensemble. C'est-à-dire qu'en parlant de dialogue, il faut, en combattant sur le terrain, il faut voir comment aménager ces passerelles, comment maintenir le dialogue, comment faire en sorte aussi que les hommes religieux continuent de diffuser des messages de paix. Le vrai message qu'incarnent ces religions. D'accord. Alors, il y a la question aussi des libertés. Le président a dit qu'il y aura des restrictions de manifestations à caractère politique. Par exemple, les marches et tout ça qui... voilà, et associé, voilà, les marches qu'on voit souvent, qui peuvent mobiliser les forces de défense et de sécurité. Alors déjà, des gens ont peur que ce soit toutes les libertés, notamment les libertés d'opiner ou d'autres types de libertés qui sont vraiment des libertés assez fondamentales ou naturelles, là, on allait dire. Oui, c'est comme Paz l'a dit, il faut préciser. Quand on dit outrage à magistrat, par exemple, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est outrage et qu'est-ce qui n'est pas outrage. Voilà, donc ici, la crainte, effectivement, c'est que, bon, juste pour avoir fait telle ou telle chose, on vous dise que ça entre dans ce cadre-là. Donc, si c'est possible de préciser, je pense que c'est encore... Sinon, moi, je suis en phase avec le caractère politique et même les ESC qui manifestent. Ah, donc, parce que nous, on peut essayer ici, par exemple, de dire les meetings, les sittings, les marches. Peut-être ça précise mieux. Oui, parce que si nous sommes en guerre, nous devons être capables de mettre en veille aussi nos activités politiques pour aller sur le terrain de bataille. Et puis, comme je l'ai dit, c'est juste un moment. Pour que vous puissiez organiser un meeting, il faut que ce meeting soit organisé dans la sécurité. C'est d'ailleurs pourquoi eux, ils font appel aux forces de sécurité pour venir assurer la sécurité dans leur meeting. Donc, si le pays n'est pas en sécurité, vous allez aller battre campagne où? C'est ça qu'il faut, c'est ce message vraiment qu'il faut faire entendre aux hommes politiques. C'est pourquoi je dis, nous devons taire nos positions partisanes, nos manifestations partisanes, et aussi les ESC qui se lèvent pour dire on soutient ci, on soutient ça. Non, j'ai dit les militaires n'ont pas besoin de ça. Voilà. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils sont sur le terrain, il faut les accompagner, que ce soit par nos prières, que ce soit par les sacrifices, mais on n'a pas besoin de sortir, organiser une manifestation pour marcher, pour faire concert même souvent, pour dire qu'on soutient les forces de défense et de sécurité. Donc, ce que nous devons faire, vous allez voir les mêmes qui organisent ces manifestations, dès que c'est fini, c'est direction le bar, le maquis, ou bien organiser aller en boîte de nuit.
C'est ça le soutien? Non, je ne pense pas. D'accord. Donc pour moi... Oh non, Tu me censures aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, c'est tellement intéressant que je voudrais appuyer là-dessus. Premièrement, on constate que les premières manifestations qui ont été organisées, c'était beaucoup plus pour soutenir le MPSR, en tout cas jusqu'à ce jour. Donc si ceux-là même décident de restreindre ce type de manifestations, disons tant mieux. Parce que, a priori, ils auront compris. A priori, mais maintenant, au niveau des partis politiques, là, ça devient important. Parce qu'on a demandé aux partis politiques de mettre en griffe en berne les activités politiques. Actuellement, là, nous ne sommes pas orientés élection, nous sommes orientés sécurisation. Or, le but d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête du pouvoir d'État. Actuellement, il n'y a pas une course à cela. On va parler tout à l'heure du PPS aussi qui vient d'être créé. Évariste Fossin-Kouaseboa, Ali, on viendra. Non, dans le premier point concernant donc le dialogue, je trouve qu'il a fait un distinguo entre le terrorisme et puis ce qu'on pourrait appeler une insurrection armée. C'est-à-dire quand les habitants d'un même pays prennent des armes contre donc, leur pays. Ça, il distingue les deux et il y a des traitements appropriés. Maintenant, par rapport, moi, mon inquiétude, c'est par rapport aux zones de guerre. Il faut quand même, moi, dans la formation de son gouvernement, j'aurais cru ou bien vu un ministère chargé de déplacer ou un truc comme ça, pour bien structurer, parce que ces gens qui vont quitter ces zones de guerre, il faut bien organiser leur prise en charge. Bien sûr que, oui, mais vous savez, c'est noyé, il y a beaucoup de problématiques qui peuvent se noyer dedans. Il faut que ça soit clair, cohérent. Bon, peut-être que ces aspects-là seront peut-être pris en compte, mais il y a un problème. Les problèmes que ça va poser, il va falloir bien les régler. En revanche, pour les restrictions, moi, je pense que en fait, c'est un faux débat. Pour moi, de mon point de vue, il faut appliquer donc la loi. La loi dit que quand vous organisez des manifestations, en fait, le point d'achoppement, c'est quoi? Parce que l'État est obligé de trouver des ressources pour protéger, pour assurer. Ben, c'est les responsables qui sont... Si vous organisez une manifestation, c'est vous qui êtes responsable. Si vous n'avez pas la capacité d'empêcher que vos manifestants aillent détruire des biens publics et privés, ben, c'est vous qui allez répondre. Et là-dessus, il faut qu'on applique la loi. Si jamais il y a des dégâts du fait de l'organisation d'une manifestation, ben, il faut traduire les responsables en justice. Il y a le volet pénal, il y a le volet pécuniaire. Il faut saisir la maison des gens vendre et dédommager les... Non, moi je ne sais pas pourquoi les gens... Il faut appliquer strictement la loi. Et vous verrez que les gens vont réfléchir à plus d'une fois avant d'aller organiser des manifestations. Ce qui est là, c'est que quand il y a des manifestations et que ça tourne à des violences, à des saccages, oui, les responsables, on voit que la BAC, la CRS seront obligés de se mobiliser, faire des tours de Ouagadougou pour contenir les manifestations. C'est une perte de temps. Non, si vous ne pouvez pas maîtriser vos manifestants, mais n'organisez pas. Parce qu'en fait, le risque, c'est quoi? Je vois les gens venir. On utilise les crises, le motif des crises donc, pour restreindre les libertés. Donc, à ce rythme-là, ah oui, mais on peut donc inventer, multiplier les crises à l'infini pour restreindre vos libertés. Donc, vu sous cet angle, je ne sais pas, ce n'est pas du tout honorable pour un régime, parce que n'oubliez pas que la Constitution a été rétablie, si ma mémoire est bonne. Donc, il faut utiliser les outils de la Constitution pour régir. Mais il y en a qui disent carrément que les partis politiques doivent se taire parce que non, moi, je ne suis pas d'avis, ça dépend. Ils créent des conflits politiques pour rien. Bon, parce que c'est l'expression, en fait, c'est la réflexion. On ne peut pas, dans un pays, venir décider. Ça dépasse. Comme je dis, hein, même dans la Constitution a été remise. Même dans un État démocratiquement normal, mais il y a des limites. Les libertés sont restreintes. On n'a pas la liberté absolue. Donc, je pense qu'il faut plutôt utiliser la loi. Parce que la loi ne permet pas de tout faire. Voilà. Donc, et au regard du contexte, sinon, je pense en tout cas de mon point de vue, sinon à vouloir donc restreindre, ça risque d'être contre-productif. Et ça risque même, en fait, même de nuire même à l'action essentielle qui est donc de ramener, donc reconquérir le territoire et puis ramener la sécurité. Il y a la question aussi des audits. Moi, les audits, vous savez, ça ne me dit absolument rien. Le président annonce que depuis le 1er avril, les travaux ont commencé. Bon, moi, c'est l'application des résultats qui m'intéresse. Sinon, ce n'est pas les audits en tant que tels. D'accord. Alors, Ali? Ouais, bon, je pense que par rapport à la restriction des libertés, je pense qu'on a tous intérêt à nous poser beaucoup de questions sur cette question. Nous sommes des journalistes, des analystes, des trucs. Et quand on parle de restriction de liberté, on commence à avoir un peu peur. Bah, mais je pense que chacun de nous aussi est assez responsable. Ce dont il est question, ce sont ces genres de manifestations qui doivent amener l'État à mettre à la disposition des manifestants un certain nombre de personnels qualifiés pour la sécurisation des choses. Bon, maintenant,
ça demande un certain nombre de choses. Donc l'État aussi a un rôle préventif. C'est-à-dire on ne va pas seulement aller sur le côté de la répression, mais un rôle préventif, c'est de pouvoir dire aux gens qui organisent leurs manifestations, ça ne va pas être possible dans les délais comme ça. Mais il faut le dire clairement. Il ne faut pas attendre que les gens soient organisés, il reste 3 minutes, et puis on appelle, on dit ouais, je suis le lieutenant, votre manifestation est interdite. On dit pourquoi? Ah, c'est la hiérarchie, et jusqu'à présent, on ne sait pas de quelle hiérarchie il s'agit. Mais il faut que les gens expliquent clairement, ils reçoivent les organisateurs des manifestations, et on leur parle clairement. Vous ne pourrez pas organiser votre manifestation parce que. Il faut qu'il y ait de la transparence dans ce qui va être fait et non de la dictature dedans. Maintenant, par rapport aux audits, bon, il faut. Le petit problème que ça pose, c'est il y aura combien d'audits à faire, le nombre d'audits qu'il va falloir faire. Ensuite, quels sont ceux qui ont fait les audits? Et ensuite, quel sera et ça, Faustin parle de ça. Il y a beaucoup de dossiers que Ibriga a déposés avant de partir. Qu'est-ce qu'on fait de ces dossiers? On va rajouter des audits, c'est nécessaire, parce qu'il faut savoir la gestion du pays, comment il va. Parce que si nous parlons de guerre seulement, mais en réalité, sur le plan économique aussi, on est en difficulté, on n'est pas avancé. Donc, il va falloir savoir économiquement où nous en sommes. Merci. Ali, on continue, on va parler cette fois-ci politique avec la naissance du PPS, Parti panafricain pour le salut, des démissionnaires donc du MPP, en tête Mossé Aboulaye et Ousmane Nakro, donc qui ont lancé ce parti-là hier seulement au Burkina. Alors qu'est-ce que ça vous inspire, Kambou? Bon, honnêtement, hein, je retiens mes mots. C'est un parti panafricaniste. J'essaie de me contenir en fait, parce que pour moi, quand vous avez des valeurs, il y a certains comportements ou certaines pratiques qui vous révulsent. Parce que pour moi, enseigner à son enfant les valeurs d'intégrité, de loyauté aussi, de probité, de fidélité. Parce que vous ne pouvez pas être avec quelqu'un rien que hier. La personne n'est même pas encore libre de tous ses mouvements. Et puis vous n'avez même pas réglé nos problèmes ici. Nos problèmes nationaux là, c'est panafricain maintenant. Vous visez plus loin. Comme si on n'est pas en sécurité. On ne peut pas parler de panafricanisme quand vous avez un pays qui est quelque chose. Non, je pense que ce n'est pas intéressant. Moi, depuis les démissions jusqu'au lancement de leur parti, c'est vrai qu'on dit qu'en politique, il n'y a pas, c'est ce qui tente de nous faire croire ou de nous faire savoir qu'il n'y a pas de valeur en politique, mais ce n'est pas intéressant comme ça. Est-ce que ce n'est pas trop les gens qui font justement une analyse trop moraliste ou non, je ne pense pas. Que de dire, ici on est en politique, c'est de la réelle politique de créer un parti. Où est le problème des valeurs qui s'opposent? Non, c'est pas la réelle politique aussi obéit à des valeurs et à des règles aussi. Vous savez, quand on dit on est ensemble aujourd'hui, ce que je disais dès le tout début, vous savez, la majorité, ou en tout cas une grande part des problèmes du Burkina aujourd'hui, ce sont des problèmes politiques. Quelqu'un a dit, si vous voulez savoir qui est votre père, allez vous présenter à une élection dans votre localité. On va vous dire d'où vous venez. Cela veut dire quoi? Que hier, il n'y avait pas de problème. Vous et moi, on est ensemble dans le village, on fait tout ensemble, ainsi de suite. Mais le jour où vous êtes d'un parti et moi d'un autre, les divisions commencent, les discriminations commencent, les problèmes naissent. Donc c'est pourquoi je suis d'accord sur ce point-là. Quand on dit qu'il faut qu'ils mettent quand même sous silence un peu, ce n'est pas tout le temps, mais pendant un certain temps, qu'ils puissent mettre sous silence. Et moi je dirais que ce dialogue avec nos frères de l'autre côté qui nous attaquent aujourd'hui ne doit pas être seulement en direction d'eux. Il faut que les politiques aussi se parlent. Il faut que les politiciens se parlent. Ou qu'on parle aussi aux politiciens. Parce qu'il ne sert à rien, effectivement, de mener une action de réconciliation sur le terrain, pendant que de l'autre côté, les autres viennent toujours pour remettre sur la place publique les divisions, ce qui fait qu'en fait, il ne faut pas voter lui là, parce qu'il n'est pas de notre ethnie, il n'est pas de notre village. En fait, tu sais, son père a quitté de... Non,
nous n'allons pas nous en sortir. Nous avons un seul pays. Et le PPS, pour moi, ce n'est pas le même, ce n'est même pas le moment de lancer ce parti. Et on a entendu le président du parti, donc Aboulaye Mossé, qui a dit qu'il faut réconcilier les Burkinabés parce que ce sont les divisions aujourd'hui qui font le lit de tout le problème de Burkina Faso. Je n'entends pas ce discours. Il faut rester faire la paix d'abord dans ton parti. Ceux avec qui tu ne t'entends pas dans ton parti, fais la réconciliation dans ce parti. Reste quand même jusqu'à ce que ton leader que tu défendais hier. Parce que quelle est la leçon que nous renvoyons à nos enfants quand nous faisons comme ça? Peut-être que c'est une stratégie également pour aider à libérer le leader. Parce que jusque-là, ils se reconnaissent au leader, ils demandent sa libération. Donc, est-ce qu'il y a un problème? Non, je pense que c'est un faux fuyant. Quand on fait comme ça, on peut rester dans la maison et puis gérer. Et après, maintenant, dire, maintenant que tout est en ordre, je peux partir. Vous voyez, c'est comme ça aussi. Et le problème, c'est les mêmes là qui ne voulaient pas entendre un autre son hier, qui défendaient tout. Quand vous dites que non, c'est ça, non, tout va bien. Allez, le président, les autres qui parlent là, c'est des aigris, c'est des jaloux, tout va bien. Voilà le monsieur dans des problèmes aujourd'hui. Et vous le laissez dans cette situation, reprenez les discours de M. Mossé. D'accord. Avant la chute du président Roch Kaboré. Merci Kambou. Évariste Fossé-Nkosembo, le PPS est né. Fallait-il attendre que Roch Christian Kaboré recouvre la liberté avant de créer un parti? On est en transition dans 3 ans maximum. On doit aller à des élections, il faut aussi se préparer. Je ne sais pas quoi dire. La dernière semaine passée, je pense qu'on a discuté sur les motivations qui ont pu créer les démissions et autres et tout. Il n'y a pas de parti véritablement au vrai sens du terme. Les gens font semblant. On parle de valeurs, d'éthique, de morale. Ce n'est pas dans nos habitudes, dans nos pratiques. Ça fait longtemps que ces valeurs-là, on ne les a pas. Maintenant qu'on vient de jouer les surpris, est-ce que vous voulez que moi, par rapport à ça, qu'il fallait attendre ou pas? Moi, franchement, la dernière fois, on a bien débattu là-dessus. Parce que l'origine, moi j'ai dit que c'était une société, c'était un regroupement d'intérêts économiques. Oui, mais on a vu quand même qu'il y a quand même du répondant. La salle du palais des sports était bourrée, était remplie de monde. Là, en fait, ça veut dire qu'il y a quand même une adhésion à ce mouvement-là aussi. Par rapport à cette théâtralisation, moi j'ai plutôt des questions. Je dis, ce que nous avons vu, eux, ce sont des acteurs visibles de seconde zone. Moi, je me pose des questions sur les premiers acteurs, parce que ça demandait des finances, tout ça. Et je ne suis pas sûr, je connais quand même quelques leaders, ou du moins les 5 premiers, je ne suis pas sûr que cette organisation-là, ils les ont financés de leur poche. Donc pour moi, c'est des acteurs visibles de seconde zone. Maintenant, c'est vrai que je me pose la question, est-ce que dans le contexte actuel de notre pays, quelle est la valeur ajoutée de ce cirque? Mais si c'était un regroupement pour trouver des solutions au problème, moi j'aurais applaudi. Et en plus, ils disent, dans la déclinaison de leurs ambitions, il y a le salut dedans. Mais quel salut vous pouvez encore venir nous donner quand vous avez conduit le pays en lambeaux, pendant qu'on ne l'a même pas encore redressé? Bon, mais c'est le jeu politique, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ce n'est pas aussi, on est un peu trop sévère, on est un peu trop rigoureux envers Mossé et les uns et les autres, quand ils disent par exemple qu'il faut le salut, quand ils reconnaissent, est-ce que ce n'est pas une forme de mea culpa qu'ils sont en train de faire? Et bien sûr que ce qu'ils disent par exemple, ça ressemble à l'autocritique, parce qu'ils estiment que... Mais qu'ils le fassent dans l'intérieur de leur parti, du MPP, moi je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de faire tout ce ramdam pour financer, non, enfin, mais écoutez, je ne suis pas né la dernière plus. Donc, puis j'ai quand même observé, je sais, je connais les gens. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les vrais acteurs. D'accord. Voilà. Ali? De toute façon, la création de ce parti, le parti panafricain pour le salut, vous savez, c'est des gens qui viennent du MPP, qui est un mouvement. Ce n'était pas un parti, c'était un mouvement. Un groupement, voilà, des gens qui étaient fâchés contre leur mentor. Ils se sont regroupés, ils ont fait tomber le mentor. Aujourd'hui, une situation encore se prépare, ils perdent le pouvoir, donc les gens encore vont ailleurs. C'est la question des Burkinabés en politique. Il faut que les Burkinabés, c'est Kambou, a parlé de ça. C'est vrai qu'on est en politique, on ne va pas toujours parler de tout, mais la question de la trahison en politique existe, et ça c'est quelque chose de très fondamental. Et les Burkinabés sont de très grands traîtres sur le plan politique. Ça c'est connu de tout le monde le sait. Mais on ne va pas épiloguer autour de ça parce qu'on ne s'en sortira pas. J'ai l'impression qu'on condamne tous ceux qui font... Non, on les condamne pas. Qui jugent de la liberté politique, d'aller et de revenir, on les appelle des traîtres. Non, je viens. Moi, j'ai dit
qu'il y a la trahison en politique. Mais on ne va pas parler de ça parce qu'on ne s'en sortira pas. C'est une pratique qui se fait tous les jours. Moi, je ne les considère pas de traîtres. Voilà. Ils se retrouvent dans une situation donnée. Le MPP est dans une situation donnée. Le président est en résidence surveillée. Ils font une analyse froide. Ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir avec le MPP et avec Roch Marc Christian Kaboré. Donc, nous allons sortir, nous trouver de nouveaux habits pour aller. C'est Mosé Abdoulaye qui est le président de ce parti. Il y a Nakro, l'ancien ministre de l'eau, qui est le second, plus un certain nombre de gens. Mais quand on regarde tout ça, et avec ce que Faustin vient de dire, on regarde tout ce qui s'est passé, on ne va pas faire un procès en sorcellerie à ces gens-là, mais quand même, on se demande d'où vient tout ce grand moyen, s'ils avaient mis ce grand moyen-là, ces grands moyens du moins, pour leur parti, le MPP. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, réorganiser le MPP, le structurer davantage. Mais ça, ce n'est pas notre problème. C'est eux qui savent pourquoi ils organisent un parti politique. Mais c'est pour dire tout simplement que c'est un peu rigolo. Et puis, quand Mosé Abdoulaye, le président de ce parti, parle de réconciliation, de tout ça, j'ai pensé à un moment donné qu'il s'agissait d'un gag. Surtout que Kambou dit qu'il faut reprendre les discours de Mosé il y a quelques années. Mais c'est un va-t-en-guerre de la première espèce. C'est lui qui parle de... Voilà. Est-ce qu'il est interdit que... Non, mais... Oui, mais il ne faut pas prendre... Ce sont les belligérants qui reviennent à la table de négociation. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. On ne dit pas que Mosé... Mais ce qui m'étonne, c'est sa capacité à changer rapidement comme ça. Est-ce que c'est positif Non, ce n'est pas une question de... Moi, je prends un exemple simple. C'est une question de est-ce que c'est réel, est-ce que c'est réel ou c'est pas réel. Je prends un exemple simple. Quand on prend Mandela, oui. Peut-être les gens ne le disent pas. Oui. Avant d'être le pacifiste, l'homme de tolérance et tout, il a pris des armes. Oui. Et quand les armes n'ont pas permis de gagner le combat, il a déposé les armes et il est passé au pacifisme. Mandela, vous faites bien de dire ça. Mandela a fait 27 ans en prison. Mais ce que les gens ne savent pas, pendant les 27 ans de Mandela, Mandela a continué les négociations avec l'apartheid, avec le régime d'apartheid. C'est ce qui a fait que lorsque Mandela est sorti de prison, il n'y a pas eu ces procès, ces fameux procès. C'est la conséquence. On dit, bon, on s'est rendu compte que l'apartheid n'est pas viable. La question ici, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas être belligérant et devenir un faiseur de paix? Non. J'ai pris le temps de vous dire j'ai pris le temps de vous dire que Mandela a fait 27 ans en prison. Mosé a fait 2 mois sans le pouvoir. 2 mois sans avoir bu du champagne et mangé de tout. Rapidement, il s'est mu. C'est ce qui est le problème. Merci, donc, je doute un peu de sa sincérité, c'est tout. Merci. Sinon, on peut changer. Oui. Pour moi, c'est faire honneur à ces gens-là en prenant cet exemple. Parce que en réalité, ce qui guide la course de ces politiciens, je ne sais pas s'ils sont nouveaux encore, comme ils viennent de créer un nouveau parti, ce n'est pas l'intérêt du pays. Vous l'avez dit, c'est leur propre intérêt. Comme il a si bien dit. Non, mais ils ont analysé, ils ont vu qu'avec le MPP et le président Roch, il n'y a plus d'avenir. Hier, quand le monsieur était au pouvoir et qu'ils avaient ce qu'ils voulaient, ils défendaient bec et ongle. C'est eux aussi qui ont mis le président au pouvoir. Ils défendaient bec et ongle. Mais aujourd'hui... Est-ce qu'on va nier le fait que Mosé était au CDP? Mosé était un lieutenant de Roch Marc Christian Kaboré. Il est parti avec Roch Marc Christian Kaboré pour créer le MPP. Si aujourd'hui, il n'y a plus d'avenir, est-ce qu'il n'a pas le droit de créer une autre possibilité? La situation n'est pas pareille. La naissance du MPP vient du fait qu'ils ne sont pas d'accord avec la modification de l'article 37. Donc, ils s'en vont. Ça, c'est clair, c'est bien vu. Mais Mosé, quel argument il nous donne par rapport à son parti panafricain? Il y a eu la chute du pouvoir, il y a eu la chute du pouvoir, il n'y a plus d'avenir. Donc, tu nous rejoins. Pour autant, il n'y aura pas... Sa carrière politique doit continuer. Oui, sa carrière... Donc, vous avez le problème n'est ni juridique, ni politique. C'est un problème éthique, c'est un problème moral. C'est un problème éthique et c'est de ça que nous parlons. Parce que les gens sont libres. Au Burkina Faso, là, tu es libre de faire 1 mois dans un parti politique, changer et aller ailleurs. Juridiquement, il n'y a pas de problème. Politiquement, c'est des calculs. Est-ce que c'est opportun, c'est pas opportun, les gens le font. On constate simplement qu'en 2014, au moins, ceux qui sont partis du CDP ont eu le courage de partir avant qu'ils ne perdent le pouvoir. Nous ne sommes plus d'accord avec vous, on quitte.
et ils sont allés se battre, ils sont revenus. Mais maintenant, vous êtes resté avec quelqu'un jusqu'à ce qu'il tombe, il est tombé, il est toujours dans des problèmes, en griffe, on le dit, et c'est en ce moment que vous partez. Ça me pose un véritable problème éthique. Et moi, en tant qu'analyste politique, j'aime beaucoup ceux qui me proposent une idéologie, une orientation, et qui croient à ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, le panafricanisme n'est pas une idéologie, parce que qu'est-ce qu'on met dans ce panafricanisme-là? C'est ça. Aujourd'hui, je constate que un parti politique, quand on le crée, c'est pourquoi? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. On crée un parti pour conquérir le pouvoir d'État. Je suis surpris que ce soit actuellement que ces gars veulent le faire, parce que je trouve que l'opportunité n'est pas bonne aujourd'hui. Actuellement, le plus important pour nous, c'est la sécurisation. Donc, tout le monde devrait avoir en tête comment est-ce qu'on fait pour contribuer à la sécurisation et non comment penser à reconquérir le pouvoir qu'on a perdu tout de suite parce qu'on n'a pas pu sécuriser le territoire. Voici là où le problème se pose. On ne peut pas donc, à un moment donné, continuer à passer de gauche à droite. Mais maintenant, il y a un problème. Et ça, je pense qu'il faut qu'on dise ça au Burkinabé. En communication politique, on dit on ne fait pas de remontrance à un peuple. Mais je pense qu'il faut que le peuple burkinabé arrête à un moment donné. C'est les mêmes toujours quand il y a un problème qui sort dans la rue. C'est les mêmes toujours qui vont aller s'encoquiner avec des gens. Quand ça arrange un groupe, on dit le peuple est très mature. À un moment donné, quand on a ça arrangement, on dit que ces gens sont manipulés. Je pense que ce ne sont pas des enfants qui sont là-bas. Il va falloir qu'on sache à un moment donné ce qu'on veut. Les gens sont libres de venir essayer d'embobiner les gens. Mais qu'est-ce que la population décide? Est-ce que les gens veulent toujours perdurer dans ça? Parce que ça pose problème. C'est des milliers de personnes qui étaient là-bas. Qu'est-ce que ces milliers de personnes-là faisaient à la veille de la chute du président Kaboré, ou bien même le jour que les militaires ont pris les armes? Si ces gens-là sortaient, peut-être même que le président Roch serait resté. Donc moi, véritablement, ça me pose un vrai problème éthique. Et je dis, pendant cette transition, si moi j'étais ministre de l'administration territoriale, j'allais suspendre les activités de tous les partis politiques. Et j'allais demander à ce qu'on fasse des états généraux des partis politiques pour qu'on réfléchisse encore sur notre façon de nous organiser pour conquérir le pouvoir d'État. Parce que comme ça, quel exemple on donne aux gens? Vous savez, quand tu fais de la politique, quand on dit dans le quartier que lui là c'est un politicien, directement on te voit pour un faux type. On te voit pour... Si bien que la plupart des gens qui sont honnêtes refusent de s'engager en politique. Pourtant, à l'origine, la politique là, c'est un métier noble. C'est altruiste. Parce que c'est des gens qui doivent... Mais est-ce que c'est pas le peuple? Est-ce que c'est pas le peuple lui-même qui ne sait pas ce que c'est que la politique? Parce qu'aujourd'hui, Mossé et ses camarades quittent le MPP pour créer un parti, on en fait un problème. Est-ce que c'était un problème réellement? Non. Le problème éthique, le problème éthique, il est éthique parce que c'est quoi? Il est éthique en quoi? Quand on est dans un groupe, on sait qu'il peut avoir des problèmes dans le groupe. On ne quitte pas le groupe au moment où il a le plus de problèmes. Comme on dit, on ne tire pas sur l'ambulance. Aujourd'hui, là, quand on est dans un groupe, il y aura toujours des problèmes. On ne peut pas être, même à 5 personnes dans un parti politique, il y aura des divergences d'avis. À un moment, on reste, on se bat, on est constant. C'est ce qui nous prenons exemple là. Il y a des gens qui sont dans des partis politiques en Europe, en Occident de façon générale, depuis 30, 40, 50 ans. Il y a des problèmes qui n'ont même pas eu le problème. Quand vous posez le problème d'éthique, c'est nous pour le problème du verre à moitié plein ou à moitié vide. La première valeur que ces gens-là prônent, c'est la dignité. Quand j'ai lu, ils ont dit la première des choses, c'est la dignité. Comment est-ce qu'on définit la dignité? Pour moi, Loukman, si vous et moi nous sommes dans un parti politique, vous êtes notre président, on vous a soutenu. Si vous tombez demain, moi je ne vais pas aller sur le lendemain créer un nouveau parti politique pour vous abandonner. Je ne le ferai pas. Mais ils n'ont pas abandonné le président Kaboré. Ils disent qu'ils sont pour dans un groupe. Parce que vous êtes dans le président Kaboré. Ils ont des problèmes avec le MPP. Loukman, la crise est née déjà du dernier congrès du MPP. Il y a des gens qui n'ont pas intégré les différents bureaux. Les gens sont frustrés. On se rappelle que sous le CDP, il y a eu cela également. Il y a des gens qui ont été évincés du parti. Et parce que ce n'est pas eux. Parce que le problème ici, c'est quoi? C'est un problème de personne. Parce que ce n'est pas moi qui suis devant, ce n'est pas moi qui suis à la bonne place. Je vais à côté pour pouvoir travailler à occuper la place. Ça pose un véritable problème éthique. Merci. Pazien, sur quelque chose? Quelqu'un voulait dire quelque chose? Juste sur la question de l'éthique dont Paz a parlé. La politique, ce n'est pas un travail de bandit, de filou. La politique, au départ, c'est une activité noble, c'est une activité altruiste. Travailler, se mettre au service de sa communauté. Il ne faut pas que ça devienne maintenant une activité où on saute de branche en branche comme des singes pour se faire des cacahuètes ou je ne sais pas quoi. Voilà. Et je viens. Ce n'est pas une méprise de tout ce qui se passe à l'intérieur des appareils du parti. S'il n'y a pas de démocratie dans les appareils du parti, est-ce que ça ne va pas entraîner les différents changements, les mouvements? Par vos questions, on a l'impression que vous tentez de donner un peu d'oxygène au MPS, au PPS, pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais c'est compliqué.
c'est compliqué parce que ceux qui créent le PPS, c'est la garde rapprochée de Roch-Marc Christian Kaboré. Écoutez les gens du MPP dans les couloirs, écoutez-les. Mais ils chargent le monsieur aujourd'hui. Ils chargent le monsieur. Il est seul face à lui-même. C'est vrai que quand on est chef, on est seul, mais aujourd'hui, on le charge. Mais Roch-Marc Christian Kaboré a un bilan aussi. Oui, il a voilà. À partir du bilan aussi, non, on peut peut-être donner raison à certaines personnes. Non, ils partent, ils disent, oui, nous, on crée un parti politique, mais on est toujours avec Roch. Je termine juste une petite seconde. Une petite seconde. Voilà, vous savez, le CDP a connu ce genre d'activité. Beaucoup de problèmes. Mais la question d'éthique dont a parlé Pazienne, de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui sont en train d'étudier la résilience du CDP. Comment ce parti a pu survivre à autant de... Mais j'ai bien dit que le CDP a connu ses preuves, mais on n'a pas renié Blaise Compaoré. Ça, vraiment, c'est très tragique. C'est tragique et en même temps comique, mais malheureusement, je suis contraint de dire que les partis politiques, ce qui se passe, c'est un peu le reflet des populations. Hein. Donc, c'est comme une histoire de vase communicant. Donc, c'est pour quel public, quel parti politique, pour quel citoyen, pour quel... Tout ça. Et ça m'amène à d'autres inquiétudes. Hein. Nous sommes en transition. Et si on ne prend pas garde, il faut peut-être trouver d'autres mécanismes pour assainir en fait ce jeu-là. Moi, je peux vous garantir que les coups d'État ne sont pas finis. Il y en aura d'autres. Justement, c'est ce que je dis, qu'il ne faut pas seulement s'occuper de ceux qui nous attaquent, il faut aussi s'occuper des partis politiques. Parce qu'effectivement, on peut remettre ce pays à neuf. Hein. Mais si vous remettez encore des gens d'une certaine catégorie à la tête du pouvoir, 2 ans, on retombe encore dans les mêmes problèmes. Donc, il faut adresser nos problèmes de façon... Il faut toucher tous les niveaux de notre vie commune. Parce que c'est les mêmes pratiques. Et vous allez voir, on s'était dit, sérieusement, on a cru qu'après l'insurrection, ceux qui allaient venir... on allait comprendre que, bon, en fait, il y a certaines choses qu'il ne faut plus faire. Qu'est-ce qui a changé? Voilà. Ils avaient fait... à la place de oui. Qu'est-ce qui a changé c'est ça. entre le pouvoir de Blaise Compaoré et le pouvoir de Roch Kaboré? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé dans les pratiques, dans les façons de gouverner ou de faire les choses? La chose publique, comme vous avez parlé de l'audit. On a tous vu, la presse a révélé des détournements énormes, mais on n'a jamais eu, ne serait-ce qu'un début même de procès, pour donner l'exemple aussi que les choses ont changé. Comme certains l'ont dit, plus rien ne serait comme avant. Bon, donc si vraiment on ne nettoie pas partout, alors les saletés vont reprendre le dessus. Merci de la maison. à vous. On termine avec le dernier sujet, c'est la réponse du gouvernement burkinabé à la CEDEAO. La CEDEAO avait surtout demandé que la transition adresse un agenda, un chronogramme précis et qui soit précis, acceptable. Voilà, acceptable. Et puis également sur le cas du président Kaboré, toujours détenu. Alors, je voudrais que ici, je vous donne la réponse qui est une réponse suite aussi à la conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement, qui avait donc donné ces éléments-là. Le président d'Amiba, dans son discours, a dit qu'il invitait les partenaires du Burkina Faso et la communauté internationale à accompagner et à soutenir le peuple burkinabé dans sa lutte contre le terrorisme afin que soient réunies le plus rapidement possible des conditions d'organisation d'élections libres, transparentes et sécurisées. Il ajoute, aucune fixation ne doit être faite sur la durée retenue pour la transition parce qu'elle pourrait être révisée si la situation sécuritaire s'améliorait dans les mois à venir dans les zones à fort défi sécuritaire. Ali, commentaire? Alors, le gouvernement burkinabé semble serein, ne s'occupe pas de la CEDEAO apparemment, mais même si le ton est n'est pas martial, c'était un ton assez diplomatique, mais en même temps on dit les choses. Il ne faut pas vous occuper du délai. Notre préoccupation majeure, c'est la sécurité du Burkina. Non, il s'occupe bien de la CEDEAO avec des mots, j'allais dire, assez courtois. Parce qu'ils savent très bien qu'avoir la CEDEAO sur le dos, en plus de l'insécurité qui est dans notre pays, c'est être dans du pain, comme on dit de façon vulgaire, être pris de deux côtés. Ils veulent effectivement dérouler leur agenda, mais ils ne veulent pas le dérouler avec un conflit avec la CEDEAO. Donc, dans leur discours, en même temps, ils disent à la CEDEAO, nous voulons dérouler notre agenda, on va le dérouler, nous souhaitons que vous nous accompagniez, on a besoin de vous. Ils vont dérouler leur agenda, mais ils ne veulent pas un conflit avec la CEDEAO, ils ne veulent pas un face-à-face. Ils veulent plutôt que la CEDEAO les aide
à sortir de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Par rapport maintenant à la durée de la transition, ils disent si la situation redevient normale avant les 3 ans que nous nous sommes donnés, il n'y a pas de problème, nous redonnons le pouvoir. Maintenant, comme nous sommes tous des analystes, et si dans 3 ans, on n'est pas sorti de l'auberge, on fait comment? Alors, donc c'est la question qui... Avec les si, on construit Paris. Donc c'est pour dire tout simplement que le ministre porte-parole du gouvernement a pu donner des informations à la CEDEAO et au Burkinabé pour leur dire que le problème, ce n'est pas la durée au pouvoir, mais le gros souci, c'est que nous arrivions à vaincre la CEDEAO. Pour la question de savoir qu'est-ce que la CEDEAO cherche au fond. Parce que oui, la question qui est là aujourd'hui, c'est une réalité que la CEDEAO elle-même connaît, qu'elle sait ce qui se passe. Oui, est-ce qu'il faut venir parce que ce sont des militaires? Le problème, c'est un problème de formalisme ou c'est un problème de réalité et d'existence? Mais c'est Guillaume, non? Kambou l'a dit, c'est une discussion. Dans la discussion, vous avancez des pièces, moi j'avance les miennes. La CEDEAO aussi fait pression de telle sorte à ce que le gouvernement burkinabé ne se sente pas trop à l'aise. C'est pour leur dire, attention, vous êtes en transition et les transitions ont des durées assez limitées. Il faut travailler rapidement pour sortir de la transition et que le pays retrouve une situation normale. C'est ça. Donc, notre pays répond pour dire, oui, nous sommes d'accord pour retrouver une situation normale, mais quand même, il y a des conditions, il y a des situations qui, là, si nous arrivons à résoudre ces problèmes-là, il n'y a aucune raison à ne pas sortir. Oui, vous m'amenez encore à devoir intervenir une fois de plus sur cette question de la CEDEAO. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le Burkina est rattaché à la CEDEAO à travers un traité, je pense. Et aucun traité, ni aucune alliance ne vaut si le peuple n'y consent. Donc, ce n'est pas les tables de la loi de Moïse. C'est un. Et le rôle, la mission de la CEDEAO, c'est un organisme de coordination et d'accompagnement des États pour une intégration économique et sociale en vue de tendre vers une fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, depuis un certain temps, on a vu que la CEDEAO a changé son rôle, sa mission, qui devient il faut la police ou la gendarmerie électorale. Ce qui les intéresse, là, il faut revenir, parce que tout ce ramdam-là, ça tourne autour de la question électorale. Moi, la ministre des Affaires étrangères disait qu'il y a une visite, il y a une délégation de M. Brou, le président de la commission, qui devrait revenir pour évaluer. C'est simple, il faut amener la commission à Djibo par la route pour qu'ils aillent évaluer eux-mêmes et ils reviennent, on discute. Non, parce que c'est facile quand vous revenez dans des salons dorés, feutrés, vous êtes assis, vous fixez des délais, non, quand même, il s'agit de sujets très graves et sérieux. Donc, voilà. Et justement, je trouve que la CEDEAO, actuellement, là, ça ne concerne pas simplement le Burkina. Hein. Pour les autres cas, là, est très en mauvaise posture et la CEDEAO a intérêt à changer son fusil. Alors, mais est-ce que la réponse du Burkina, c'est une réponse assez ferme? C'est une réponse polie. Écoutez, nous, c'est 3 ans. Polie, courtoise, ferme, mais cependant, je pense qu'il faut que le gouvernement burkinabé se ménage un plan B. C'est ça. Voilà. Parce que vous voyez, au Mali, ils sont restés droits dans leurs bottes, mais ils ont des alliances avec l'Algérie, la Mauritanie et d'autres pays qui ont des façades maritimes qui les aident. Maintenant, il faut envisager le plan B. Il ne faut pas attendre qu'ils appliquent leurs sanctions pour qu'on se réveille, on dit non, il faut commencer déjà à envisager un plan B. Voilà. D'accord. Kambou? Non, je pense d'abord sur la réponse du gouvernement, c'est pour moi une réponse très sage. Parce qu'on a une certaine partie qui voudrait qu'on engage un bras de fer comme le Mali le fait actuellement. Moi, je ne suis pas pour ça. Voilà. La CEDEAO a ses limites, mais la CEDEAO aussi a des forces. Voilà. Quand on parle d'intégration, il faut avoir quitté l'Afrique de l'Ouest pour comprendre effectivement qu'ailleurs, on n'a pas les avantages que nous avons de circulation comme ici. Donc, pour moi, c'est de travailler à revoir les choses, mais la position du gouvernement est une position sage. Le Mali, c'est un pays qui est vaste. Et les ressources du Mali, ce n'est pas la même chose que les ressources du Burkina. Le Mali fait frontière avec la Guinée, qui ne s'aligne pas sur les sanctions de la CEDEAO. Le Mali fait frontière avec la Mauritanie. Le Mali fait frontière avec l'Algérie. Nous, c'est tous des pays de la CEDEAO. Donc, nous sommes déjà face à une crise sécuritaire, une crise alimentaire,
2 millions de personnes déplacées. Donc, si vous allez engager encore un autre bras de fer et qu'on arrive à un niveau où on ferme tout, surtout que la guerre en Ukraine occasionne une hausse. Et vous voyez que depuis des jours, le gouvernement fait tout pour maintenir ne serait-ce que le prix de l'essence et le prix du gaz. Moi, je surveille chaque jour quand je vais, parce que ça a des coûts. Donc, pour moi, il ne faut pas multiplier les sources de problèmes. Si on peut avoir ces discours dits courtois et polis pour nous permettre, ce que je déplore, c'est le fait qu'ils aient attendu qu'on adopte et qu'ils viennent nous dire maintenant c'est trop long. Ils auraient pu le faire avant. Et si vous prenez, et c'est ça que je salue, si vous prenez les 3 pays qui ont connu des coups d'État, le Mali, la Guinée, le Burkina qui vient en dernière position, mais c'est chez nous aussi que tout s'est passé de façon vraiment consensuelle et on pourrait dire tout marche. Donc si vraiment on veut entendre la voix du pays, le consensus, on pourrait dire bon, voilà, il n'y a pas, d'opposition comme ça. Devrait respecter voilà. l'avis, le désir profond du peuple burkinabé qui est donc. C'est important, mais c'est bien aussi que le gouvernement ait cette position pour ne pas se mettre à dos encore tous ces pays-là qui font frontière avec. Est-ce que la CEDEAO a un tableau, je veux dire, est-ce qu'il y a des dispositions qui disent qu'en cas de transition, voilà le nombre d'années qu'il faut donner, voilà. Parce qu'on voit que la CEDEAO estime que c'est peu ou c'est trop, mais ne dit pas concrètement qu'est-ce que la CEDEAO décide ou a décidé qui reste comme une disposition inviolable. Désolé de le dire de façon tellement crue, hein. La CEDEAO a une démarche mécanique. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui actionne quelque part et que la CEDEAO exécute. Malheureusement, elle n'est pas dans une approche d'analyse, une approche objective et réaliste, malheureusement. Et je voudrais préciser par rapport à ce que Kambou disait, le bras de fer qu'il y a eu entre le Mali, ou qu'il y a entre le Mali et la CEDEAO, là, est voulu par la CEDEAO. Parce qu'on intègre un groupe, une communauté, pour y trouver un intérêt. Et lorsqu'on a des problèmes, cette communauté-là doit venir nous accompagner. Quand vous prenez le Burkina Faso, le Mali, ou encore peut-être le Niger, qu'est-ce que la CEDEAO a posé concrètement comme acte pour accompagner dans le cadre de la sécurisation? Nos partenaires sont des partenaires non africains. Vous voyez, ça pose problème. Quelqu'un est dans des problèmes, vous ne venez pas l'aider à résoudre le problème, et il décide maintenant d'adopter une méthode, vous venez lui dire que cette méthode n'est pas bien, mais vous foutez de qui? Parce que c'est énervant à la fin. Aujourd'hui, c'est vrai que le président Damiba essaie d'avoir une approche non populiste. Et ça, c'est déjà bien. Il ne sait pas de tenir un discours de va-t-en-guerre, ainsi de suite. Il essaie d'abord de stabiliser la situation. Mais si, à un moment donné, la CEDEAO oblige le Burkina Faso à adopter une attitude qui soit des sentiers battus, je pense que le Burkina Faso le fera. Aujourd'hui, la réponse que Damiba donne, ce n'était pas adressé au peuple burkinabé, hein. C'était adressé à la CEDEAO quand il parle des délais. D'accord. Voilà, parce que c'est la CEDEAO qui veut qu'on ramène cela à la baisse. Et le président Damiba dit, nous ne sommes pas orientés délais. Nous avons un objectif, c'est la sécurisation. Si on va vite là, on peut revoir les délais. Donc la CEDEAO aujourd'hui a intérêt à nous accompagner. Je vous assure que si la CEDEAO nous accompagne et que dans 6 mois le Burkina Faso est sécurisé, pourquoi on va attendre 3 ans pour tenir des élections? On y va l'année prochaine. Tout à fait. Alors, Évariste? Je dis que l'espoir n'est pas perdu parce qu'avec le recours qui a été donc introduit auprès de la Cour donc, de justice de l'UEMOA, il se pourrait qu'on ait une réponse qui puisse faire réfléchir et faire bouger les lignes. D'accord. Alors, oui, Kambou, vous voulez dire quelque chose, Ali? D'accord. Alors on continue avec certainement avec nos téléspectateurs qui vont appeler d'ici là. Mais il y avait aussi le sujet lié au président Kaboré qui était aussi évoqué par le... Oui, je pense que c'est un sujet qui est quand même pertinent, hein. Je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin de garder le président Kaboré en détention. Mais là encore, il faut parler de détention parce que, vous savez, il y a des mesures administratives qui sont autorisées. Un préfet, un haut commissaire, par exemple, ordonné, ce genre de choses dans un État qui fonctionne bien. Mais nous savons aujourd'hui que le président Kaboré a été gardé d'abord peut-être pour le MPSR pour asseoir son pouvoir. Ça, c'était une chose. Aujourd'hui, c'est fait. Est-ce qu'il est opportun aujourd'hui que le président Kaboré soit laissé comme ça? Moi, je pense que non. Même si il faut le libérer, il faut augmenter beaucoup sa sécurité. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans son intérêt parce qu'on lui permet de voir sa famille. Je pense qu'aujourd'hui même, c'est au niveau de sa famille que ces gens filtrent ceux qui vont entrer ou non. Ce n'est pas le MPSC qui le décide. Les membres de sa famille peuvent le décider aujourd'hui. Donc ça, c'est une avancée. Donc, qu'on lui dise au moins, tu es libre, choisis un endroit, mais qu'on renforce sa sécurité. Parce qu'aujourd'hui, là, si quelque chose arrive au président Kaboré,
le MPSR sera tenu pour responsable. Évariste, et puis Oui, c'est vrai que par rapport donc on va prendre notre premier téléspectateur. Monsieur Tombiano de Ouagadougou. Jean Tombiano. Oui, monsieur Saro, bonjour. Bonjour, allez-y pour votre intervention liée au message du président Damiba. Voilà, bonjour à vos invités. C'est pour vous dire que bon, moi je pense que c'est le dernier message du président Damiba, parce que pour moi c'est un message qui vient rassurer, un message rassurant, un message éclaircissant ou éclaircisseur. Donc pour dire que sur ce point, c'est comme si le MPCR n'aura pas d'excuse à donner plus tard. Parce que je vous dis que quand il est venu à ce discours, bon, en tout cas, c'est d'éclairer pas mal de sujets que vous et moi on se pose pour ce qui concerne l'insécurité dans notre pays. Donc maintenant, ici, je pense qu'il va falloir aller vite aux besoins, parce que c'est tout ce que nous attendons. 5 mois, pour moi, c'est bon. 5 mois, ça peut ne pas être ça, mais parce que je pense qu'il a guéri, c'est un homme de terrain, ils ont tout ce qu'il faut pour faire face à celui du terrorisme. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais bien comprendre où il a dit que non, la population qui se trouve dans les zones d'opération sont en tout cas demandées à quitter ces zones. Mais maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une communication sur ce point? Parce qu'il ne faut pas se lancer à l'offensive maintenant et dire à la population non, il faut quitter ou bien joindre ceux-là dire que non, ils font partie des terroristes ou quoi que ce soit. Je pense qu'en 5 mois, il va falloir travailler pour dire à la population. Mais maintenant, cette communication va se faire comment? Pour que ces terroristes aussi ne soient pas informés ou ne se mêlent pas à la masse. Parce qu'il y a, vous voyez, il y a 2 fronts. Allez dire à la population, voilà, sortez des zones d'opération. Et ces mêmes gens qui sont complices de ces terroristes-là, qui vont renvoyer encore le message aux terroristes pour dire, ah, voilà ce qui sera fait. Maintenant, je me demande comment l'armée va travailler. Là est la question. Donc moi, je me dis que bon, dans ce sens-là, et une fois j'ai dit, il va falloir que les PCR communiquent. Parce que sans la communication, tenez-vous bien qu'on va les jeter des pierres. On ne dit pas de dire comment ils vont procéder, comment ils vont faire leur guerre, mais c'est de rassurer la population pour dire voilà ce qui est fait ou ce qui sera fait. Parce que depuis là, ça fait déjà pratiquement 2 et quelques mois que nous sommes là, nous regardons, nous suivons, pratiquement rien ne bouge. Rien ne bouge. Et pourtant, cette population a placé toute sa foi sur le MPCR. Donc moi, je pense qu'il va falloir communiquer, travailler et trouver en tout cas des voies adéquates pour pouvoir sortir la population de là. Sinon, Merci. je ne pense pas que ça soit possible. Merci, M. Tombiano. Merci pour votre intervention. Évariste. Ça, c'est ce que beaucoup de gens répètent. Moi, je sais que j'ai eu des informations avant de venir sur le plateau, sur Djibo, par exemple. Plusieurs des informations qu'on peut recouper. C'est constant qu'il y a des incursions des personnes non identifiées armées, mais la nouvelle donne, c'est que ces personnes-là ne tirent plus sur les populations, ne s'en prennent plus aux populations. C'est peut-être un travail qui a été fait. Bon, c'est très facile de sortir, dire rien n'est fait, on est pressé, mais bon, je pense quand même qu'il faut aller doucement et calmement. On ne peut pas dire que la situation se détériore ou se devienne pire. Si on veut dire déjà que les incursions se fassent, mais qu'on ne tire plus sur les populations, c'est des informations que je donne, qu'on peut vérifier. On ne peut pas venir dire que rien n'est fait. On ne sait pas ce qui a été fait. Et comme on l'a dit, il y a eu des communications. Ce n'est pas toutes les communications qu'on vient déballer devant la presse ou tout. Maintenant, comme j'avais la parole et que vous m'avez coupé, c'est vrai que moi, ce qui m'étonne un peu, c'est le silence de la famille Kaboré. Parce qu'on aurait dû peut-être, depuis tout ce temps, si vraiment il avait été vraiment très, très, très mal, je ne sais pas moi, entretenu, on aurait pu avoir un communiqué de la famille qui dit. Or là, pour le moment, ce que nous entendons, ce sont ces compagnons de lutte qui sortent. Et ça, c'est de la politique. On ne peut pas... Alors, est-ce que ça veut dire que Roch Christian Kaboré est d'une info de commerce politique? Je me pose des questions. Maintenant, la nature de sa détention, lors de la sortie d'un spot du gouvernement, j'ai cru voir un peu dans les propos de M. Bilgo que ce qui était reproché au président Kaboré, c'était donc des questions qui avaient trait à la gestion sécuritaire. Ce que j'ai cru voir. Et qu'il y a même des concertations avec la famille et tout, dont la CEDEAO est au courant par rapport à son élargissement. Alors, on va prendre notre deuxième téléspectateur, madame, cette fois-ci, madame Salamatou, qui appelle de Ouagadougou, elle aussi, parlant du message du président Damiba. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour madame. Donc concernant le message du président, j'ai un premier point là où il parle de négocier avec les terroristes. Moi je ne suis pas pour. On ne négocie pas quand on est en position de faiblesse. Parce que pour moi négocier, ces gens-là vont demander une certaine somme. On va leur donner la somme. Quand ils vont finir de bouffer l'argent, ils vont revenir. Donc, il
Pour le moment, on est en position de faiblesse. Il faut mener la guerre. Et quand on aura gagné là on peut négocier. Le deuxième point, c'est concernant, ça il s'adressait à la CEDEAO, concernant la durée, ça sera vu à la hausse ou à la baisse. Pour le moment, la CEDEAO croit que c'est eux qui ont créé nos États. Le Burkina n'a pas été créé par la CEDEAO. Le Burkina fait partie des pays qui ont créé la CEDEAO. Et la CEDEAO, si vraiment la CEDEAO jouait son rôle, en tant que population, nous, on n'allait pas être frustrés. La CEDEAO a été créée pour nous permettre de circuler librement. Mais levez-vous pour aller au Niger ou au Mali. La raquette qu'on va vous faire, la CEDEAO est au courant. Elle ne fait rien pour empêcher ça. Et si la CEDEAO agissait en tant que CEDEAO, moi, je n'allais pas avoir mal. Mais la CEDEAO est téléguidée. Qu'un président français sorte pour dire « je vais appeler le président de la CEDEAO pour qu'on sanctionne sévèrement le Mali », je me dis que mon intégrité est en jeu. Donc, ce discours qu'il a fait là, il s'est adressé à la CEDEAO. Mais il ne faut pas être trop poli aussi avec la CEDEAO. Parce que, quel que soit le président qui va venir, que ce soit par un coup d'État ou par les élections, si ce président ne prend pas en compte les vœux de la population, ce président aura mal pour régner. On ne peut plus accepter de se faire malmener. D'accord. À l'heure actuelle, la France est le premier producteur d'uranium. Montrez-moi un site en France où on produit de l'uranium. Il n'y en a pas. La France est la 4e ou la 5e puissance, monsieur du plateau. Montrez-moi un endroit en France où on produit de l'or. Vous ne me trouverez pas. La France existe parce que les pays de la CEDEAO existent, parce que ces pays se font piller. Maintenant, le peuple CEDEAO ne va plus se laisser faire. Donc, il ne faut pas que le président d'Amibois soit trop poli. Merci. À force de vouloir être trop poli, Madame, il va faire face à son peuple. D'accord. Madame, ouais, sur votre première préoccupation concernant la négociation, juste préciser que le terme utilisé, ce n'est pas la négociation en tant que telle. Il est question de dire de récupérer des fils du pays qui ont pris les armes et qui sont aujourd'hui dans une situation de vouloir reposer ces armes. Ceux qui vont se repentir, on va les prendre. Si ce n'est que ça, tant mieux. Il y a eu ce cas-là avec le président ATT au Mali, quand il était encore président et vivant. Il a organisé ce genre de choses-là, où des gens sont venus déposer leur kalachnikov. Ça a duré combien de temps? Combien de temps ça a duré? Ce sont les processus DDR. Ah oui? Ce sont les processus DDR. Démobilisation, désarmement, réinsertion. Désarmement, on a assisté à ça au Niger et au Mali, mais ça n'a pas été loin. Merci, madame. Merci, madame. Merci pour votre intervention. Évariste. C'est vrai que dans l'opinion de beaucoup de personnes, quand on dit négocier, c'est de l'argent. Non. En fait, c'est comme j'en dis, il y a des contextes, conditions qui ont été créées pour que ces gens-là se fassent facilement enrôler. Et la nature des conflits, par exemple, à l'Est, on a vu qu'à l'Est, la nature de ce terrorisme-là n'est quasiment pas le même que peut-être dans le Sahel. Bon, maintenant, quand on dit peut-être négocier, il faut écouter les gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été victimes d'injustice. Bon, si on peut réparer, on va réparer. Mais maintenant, en fait, il faut carrément aussi que cette réhabilitation se fasse avec peut-être des projets en arrière pour occuper les gens. Parce que les gens sont dans l'oisivité, ils n'ont rien à faire, ils n'ont peut-être pas de revenus. Et il faut les réinstaller, il faut les réinsérer. C'est tout un package, en fait. D'accord. Oui, moi je voudrais... on va prendre notre dernier téléspectateur et puis on vient terminer sur le plateau. Oh oui, et monsieur Ilboudo Lamoussa François. Bonjour à tout le monde. Bonjour, sur le message du président toujours. Comme d'habitude, j'écoute les messages du président avec beaucoup de... En tout cas, ça m'amuse beaucoup, j'en lis beaucoup. Parce que actuellement, je n'entends plus rien de personne dans ce pays. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est en train peut-être d'essayer d'encourager une population qui n'a pas conscience du problème dans lequel nous nous trouvons. Et lui, il sent maintenant qu'il commence à perdre la main. Qu'est-ce qu'il dit? Il a donné 3 messages. D'abord, il s'en fout de la CEDEAO. Deuxièmement, d'ici là, on va priver les libertés. Et troisièmement, que ceux qui parlent apportent leur contribution. Moi, j'ai envie de le dire,
là où tu en es actuellement, il vaut mieux que tu commences à essayer de voir au niveau des drones. Parce que militairement, on sait ce qu'il y a pour ceux qui savent. Parce que sinon, et cette attitude à vouloir penser qu'avec le temps, ça va aller, alors que ça ne fait que s'amplifier, il se peut qu'un jour, tu te lèves un matin et que tu es débordé. En réalité, c'est que j'ai retenu de tout ce qu'il a écouté, parce que j'ai lu tout au long du message, et quand il a dit de plier, j'ai compris qu'il a compris qu'il est seul dans son navire en train de naviguer. En tout cas, je le dis, bon courage. En tout cas, déjà, c'est le fait d'avoir le courage de prendre quelque chose qui est en train de tomber, c'est très courageux. Maintenant, il faut voir au niveau des drones et des IA, parce que c'est là que tu peux nous sauver. Sinon, sur le terrain, on a très mal. Mais il n'y a pas quelque chose de concret qu'il a dit qui, moi, me rassure qu'on est en train de reprendre les choses. Parce qu'il est en train seulement de se donner courage à lui-même parce que les gens le critiquent. Les gens disent que ça fait 2 mois, il n'y a rien qui se fait. Effectivement, il n'y a rien qui se fait parce que rien ne peut se faire dans une situation où les gens ne savent pas pourquoi ils se battent. D'accord. Merci pour votre avis. Merci. Dans 5 mois, non? Voilà, d'accord. Ali avait la parole. C'était par rapport au président Roch Marc Christian Kaboré. Bon, ce que moi, on avait déjà parlé de ça ici, je reviens. La question de sa détention en résidence surveillée n'était pas la bonne manière pour moi. Voilà. S'il y a quelque chose qu'on lui reproche dans la qualité. Par contre, on peut organiser pour qu'en plus de sa famille, il a des amis qu'il aimerait rencontrer, et ces gens-là puissent aller le voir et alléger un peu, je veux voir les conditions de sa détention. Maintenant, j'ai écouté la dame, le monsieur tout à l'heure, la dame d'abord qui a un grand cri de cœur, elle a vraiment mal, elle l'a exprimé avec le cœur d'une dame, et on espère qu'on ne va pas arriver à l'apocalypse. Et bon, maintenant, par rapport à M. Ilboudou, je pense que le président a été très clair. Il a reconnu que nous sommes dans une situation de guerre. Il n'a pas dénié ça, mais que nous nous battons pour nous en sortir. Merci Ali. Vraiment, il me reste 2-3 secondes. Je donne à Kambou une seconde. Kambou, une seconde aussi à Paz. C'est pour dire que par rapport au président Kaboré, le principe, c'est la liberté. Et comme on l'a dit, s'il n'y a rien vraiment, qu'on puisse aménager ces espaces de sécurité pour qu'il puisse retrouver son lieu de vie. Et puis bon, voilà, ça va nous enlever aussi une épine dans le pied. Par rapport au délai, pour finir, pour moi, on ne doit pas dire aux militaires, allez-y, vous avez le temps, ou bien prenez le temps qu'il vous faut. Non, on n'a plus le temps. Voilà. Donc, quand on n'a plus le temps, il faut courir derrière le temps. Et c'est pourquoi, quand il a dit 5 mois, pour moi, c'est juste. Dans 5 mois, on fait le bilan. Qu'est-ce qu'on a pu conquérir? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Quel est le bilan? Et ça nous permet de nous relancer. Que si on se donnait de longtemps, on n'allait pas faire un bilan rigoureux. Une seconde. Oui, le dernier intervenant, je voudrais d'abord dire, parce qu'il parle d'un discours, apparemment, ce n'est pas le même discours qu'on a écouté. Hein. C'est vrai que, non, ce que je dis, voilà, parce que c'est vrai que souvent, vous voyez en classe, on peut recevoir le même cours, mais quand on fait le devoir, tout le monde n'a pas toujours la moyenne. Donc, maintenant, par rapport au premier intervenant, sur les questions des 5 mois, les 5 mois, c'est pour faire le premier bilan. Parce que j'ai écouté le premier intervenant qui semblait dire que dans 5 mois, le problème est réglé. Non. Je pense que c'est pour faire le premier bilan. Ce sont les bilans. C'est l'évaluation. Merci à vous tous ici sur ce plateau qui avez pris part à cette émission. Merci à ceux qui ont appelé. Et merci à ceux qui nous ont suivis, des milliers au Burkina et beaucoup par ailleurs dans la diaspora. Merci d'avoir suivi cette émission. J'étais donc avec Paz Yen, qui est donc juriste et analyste politique. Merci Paz d'être parti sur cette émission. J'étais avec Évariste Fossin, conseiller chroniqueur média, président du Cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du Forum Alternatif des citoyens. Merci d'être passé. Et puis Hans-Gabriel Kambou, journaliste indépendant, merci d'être passé sur ce plateau pour ton premier exercice. À la prochaine. Et puis enfin, Ali Mamadou Compaoré, journaliste, enseignant à l'ISTIC, l'Institut supérieur des techniques de l'information et de la communication. Merci à tous, vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre numéro de presse Éco, si Dieu le veut.